Et pour revenir sur la question européenne, vous évoquiez tout à l'heure, notamment, celle géographique dont l'Ukraine, fait partie et celle, dont, l'Europe aujourd'hui en tant qu'entité via l'Union européenne, risque d'être écartelée par rapport à justement cette zone de conflit que vous analysez et que vous décrivez dans les réponses que vous faites. Que va-t-il se passer si elle devient ou si elle ne devient pas, justement, ce que vous définissez par, un empire? Alors, ce qui est pratique, avec la grille de lecture du choc des empires, c'est qu'il est tout de suite évident que soit vous constituez votre propre empire, le cas échéant avec d'autres, sous forme de coalition, c'est pas bloquant, hein. Après tout, il est déjà arrivé que des coalitions exercent une forme d'impérium. Ça s'est déjà produit. Je pense aux cités grecques, par exemple. Et donc, l'avantage avec cette grille de lecture, c'est que vous comprenez tout de suite que soit vous constituez votre propre empire, soit vous allez vous faire rouler dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc soit l'Europe se constitue en empire européen, ce qu'on peut appeler aussi une Europe puissance, c'est la même chose, heu, soit elle va se faire effectivement rouler dessus, ce qui est déjà en cours, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Europe qui est déjà en situation de vassalité très poussée vis-à-vis de l'empire américain et puis il y a des bouts d'Europe qui basculent, petit à petit au fur et à mesure qu'ils sont en faillite, dans l'empire chinois. C'est le cas de la Grèce, par exemple, qui matériellement est largement la propriété de la Chine. Par pans entiers, hein, je pense à des installations Mmh. portuaires, par exemple. Mmh. Voilà, D'accord. donc c'est complètement dingue. Heu, on est donc dans cette situation prodigieusement absurde où l'Europe, du numérique apparemment existe, Mmh mh. enfin elle essaye d'exister, il y a des projets en cours et cetera et il y a toujours pas d'armée fédérale européenne. C'est complètement dingue quand on y réfléchit. Enfin, il y a pas d'armée européenne, il y a pas de diplomatie européenne. Heu, Ce qui est vraiment le minimum syndical pour exister en tant qu'empire, hein. Avoir une seule armée et une seule diplomatie. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, le minimum syndical. Et ça fait combien de temps? Ça va faire bientôt un siècle qu'on est sur la construction européenne, parce qu'en réalité, elle a commencé dès après la Première Guerre mondiale, avec les propositions d'Aristide Briand, et cetera. Hem, c'est Saint John Perse d'ailleurs, il a participé à la rédaction des documents de travail, enfin bon, c'est une parenthèse. Mais donc, ça fait bientôt un siècle qu'on y travaille et on n'a toujours pas ce minimum minimorum de puissance qui est, l'armée et la diplomatie. C'est Et fou! et justement le rôle de la France par rapport à cette énergie qu'il faut créer pour avoir ces 2 piliers Mmh que mh. vous appelez, comme étant les 2 premiers minimums à réunir. Le rôle de la France en histoire par rapport à justement être dans le premier sens que moi je comprends en tous les cas un empire, Mmh puisqu'on mh. ne peut plus l'être, celui d'être un non aligné puisque des décisions ont été prises il y a pas encore si longtemps sur le fait de ne pas accepter de faire partie de l'un ou de l'autre, en jouant peut-être, l'idée de faire partie de l'un et de l'autre. La France dans cette énergie de Alors, l'empire ou des empires il que y a ce qu'elle fait et puis il y a ce qu'elle pourrait faire. Voilà, c'est 2 sujets distincts. Dans ce qu'elle fait, récemment, pas grand-chose, si vous regardez bien. Elle ose peu, heu et je peux même pas dire qu'il existerait une vision européenne de la France, en tout cas pas depuis Mitterrand. La dernière grande vision qu'on ait eue pour l'Europe, c'est, la construction de l'Europe de Maastricht. Le Enfin, toute la séquence qui va en gros de Delors nommé président de la Commission européenne à, l'Europe de Maastricht, c'est-à-dire le traité de Maastricht. Alors, heu, d'ailleurs, j'en fais une parenthèse là-dessus, enfin une incise plutôt qu'une parenthèse, faut faire très attention à ne pas se laisser enfermer, j'en parle d'ailleurs dans l'épilogue, faut faire attention à ne pas se laisser coincer dans le tout ou rien, c'est soit l'Europe de Maastricht, soit le Frexit. Les partisans respectifs de ces 2 positions cannibalisent le débat sur l'avenir de l'Europe en nous enfermant dans un faux dilemme qui repose sur la même fausse sacralité des traités européens tels qu'ils existent actuellement. C'est-à-dire que pour les partisans forcenés de l'Europe de Maastricht, il n'y a point de salut hors des traités européens actuels et le simple fait de dire qu'on pourrait faire autre chose, on est déjà un hérétique. Et du côté des souverainistes, si vous n'êtes pas un Frexiteur, en fait, vous êtes condamné tellement les traités européens sont sacrés et puissants. C'est-à-dire qu'ils participent de la même sacralisation, tout en prétendant ne pas. En fait, c'est les 2 faces de la même médaille. Et on oublie donc pendant ce temps-là que des traités européens, il y en a,
Des nouveaux traités européens, il y en a tous les quelques années, qu'on a toujours fait comme ça, que c'est pas un problème, qu'on peut tout à fait faire autre chose et qu'on a beaucoup plus de marge que ce qu'on imagine, notamment parce que les traités européens actuels le rendent déjà possible. Les coopérations renforcées, et c'est ça que j'explique, en épilogue sur comment on ferait un empire européen, les coopérations renforcées permettent déjà d'aller le plus loin possible avec tous les États qui veulent, au lieu d'attendre que tous les États de l'Union européenne soient d'accord, ce qui fait qu'il ne se passe rien. L'Europe du plus petit dénominateur commun a atteint ses limites. Donc maintenant, il faut avoir l'Europe du plus grand multiple commun, c'est-à-dire autant aller tout au bout à 9, qui est le seuil minimum autorisé dans les coopérations renforcées, plutôt que d'essayer de 27, 25 ou que sais-je. Donc, je propose donc moi un renversement de méthode qui est, et c'est là que la France peut être pionnière, à mon avis, c'est de dire, bon, alors on a 10 gros sujets là, ou 12 si vous voulez pour le symbole. On a 12 gros sujets. Sur ce sujet-là, nous on va faire ça, qui même me suivent, et dès qu'on est 9, on y va. Sur ce sujet-là, voilà, nous on veut faire ça, et cetera, et cetera. Et vous déroulez. Et vous commencez bien sûr par la diplomatie unifiée, j'insiste là-dessus, unifiée, et l'armée unifiée. Vous commencez par ces 2-là. Il y a d'autres sujets, au moins aussi importants, hein, je suis d'accord, par exemple, et c'est-à-dire, l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale et l'harmonisation écologique. Si on arrive déjà à démarrer par ça, on est déjà à 5 gros dossiers et c'est quand même quelque chose de plus intéressant que, enfin, je sais pas moi, les propositions sur l'avenir de la construction européenne, sont non seulement elles ont un manque de souffle qui est quand même déprimant, mais en plus, c'est chiant rien qu'à écouter, quoi. Là, ce que je viens de vous décrire, au moins on va quelque part. Voilà. Donc moi, je suggérerais que la France fasse ça, au lieu d'être dans, vous pensez pas qu'une réforme de la majorité des 4,5 permettrait de pouvoir avancer sur le quorum de l'article, non les gars, non. Est-ce que du coup, c'est pas aujourd'hui Une vision, par qu'on pitié. que nous payons fort des rendez-vous qui ont été loupés et de peu? Puisque l'armée, de l'Europe, était pas si loin que ça de déjà exister. Est-ce que les influences des empires de l'époque ont déjà permis que le nôtre ne puisse pas exister? Ah bah, le gag, alors l'empire américain était pour, hein. L'empire américain était pour, à l'époque de la guerre froide, l'empire américain était pour la communauté européenne de défense. Je crois que c'est à ça que vous faites allusion. Dans les années 50, parce qu'ils voulaient, fédérer l'effort militaire de l'Europe de l'Ouest, et le rendre le plus autonome possible dans leur propre intérêt, américain, qui soit de pouvoir se reposer sur une défense européenne plus autonome, à l'époque. Et c'est l'empire soviétique effectivement qui a essayé de saboter ça par tous les moyens, ce qui est normal, hein, c'était le jeu. Mais il y a d'autres forces, hein, des forces par exemple qui voulaient moins d'alignement avec les Américains et qui étaient plus, au sens strict du terme nationalistes, qui étaient à l'époque, les gaullistes des années 50. Et ça a fait capoter ça en France. Le gag, c'est que, ça n'a donc pas été ratifié par le parlement français, mais si demain on reprend exactement, c'est une blague, hein, on le fera pas, mais si demain on reprend exactement le même traité et qu'on le fait ratifier par la France, au Parlement européen, tel quel, hein, bah, ça y est, c'est bon, on peut y aller, puisqu'il manquait plus que la ratification de la France. On peut la reprendre maintenant. On pourrait. Ce serait ce serait même pas une coopération renforcée, là je fais du juridisme, mais ce serait en fait un accord ad hoc sur un traité qui existe Légèrement déjà. décalé dans sa signature, finale, mais c'est tout. Mais c'est tout, mais avouez que c'est drôle. Oui, bien sûr. Ce serait marrant et en fait, vous voyez, je veux pas paraître chafouin, mais il y a plein de sujets sur lesquels il n'est pas interdit d'être créatif. Par exemple, «Ah, on peut pas faire de protectionnisme à l'intérieur de l'Union européenne». Bah si, l'article 36, TFUE ou 34, je sais plus, le permet pour des motifs tellement vagues que ça laisse vraiment les mains libres, hein. Quand vous mettez, dedans, il y a la moralité publique. Ce Bon bah, qui laisse faites-moi, un champ assez large d'intervention. c'est complètement dingue, vous voyez? Et justement dans cette continuation de ce que vous proposez là, le message principal que vous souhaitez transmettre au lecteur, vous commenciez là à en faire une liste de ce qui serait possible, de Oui, ce qui serait envisageable, ouais. pour pas dire, concrètement, envisageable d'un point de vue extrêmement concret. Le message principal que vous souhaitez transmettre au lecteur? Par rapport à sur le sujet de l'Europe donc, je Bien suppose? sûr, et Oui. puis par extension, des autres empires également. En fait, alors,
Mon message fondamental commence par une question, c'est-à-dire, la nation européenne existe-t-elle, oui ou non? Moi, je réponds oui. Mmh mh. Je me La nation, il y a 2 définitions possibles de la nation. Il y a 2 grandes définitions. Il y a la nation, ethnoculturelle et c'est l'école allemande, et puis il y a la nation civique. C'est le contrat, sur un certain nombre de valeurs et sur un pacte de projets politiques communs, et ça, c'est l'école française. La France est une nation civique. La France n'a jamais prétendu avoir une homogénéité, ethnoculturelle. Bon, alors elle le prétend de plus en plus, mais c'est ridicule quand on connaît un peu son histoire. Et donc tout ça pour dire, l'Europe ne peut évidemment pas être une nation au sens ethnoculturel, c'est pas possible. En revanche, elle peut absolument être une nation civique, et ça peut très bien être une nation qui englobe des nations plus petites. Ça ne pose pas de problème. Ça existe déjà, c'est le cas en Espagne. L'Espagne est une nation composée de nations, hein, c'est dans son texte fondateur. Et donc ma question est, heu, ne serait-il pas, enthousiasmant, intéressant, épique et nécessaire pour pas se faire rouler dessus par d'autres, d'assumer complètement que nous allons bâtir la nation européenne comme on a pu bâtir la nation française jadis, car la nation française n'existe que depuis, en gros, le courant du 19e siècle, puisqu'auparavant il n'y avait pas de nation, voilà. Et donc moi, ce serait ça mon message, c'est, assumons qu'on n'est pas dans des histoires technocratico, juridiques, de savoir si on va réussir à coopérer sur ceci ou à faire jouer l'article machin ou je ne sais quoi. C'est de dire: «Construisons ensemble la nation européenne fondée sur certaines valeurs qu'on définit, un certain message au monde qu'on définit et un certain modèle économique, politique et social». Moi, j'ai proposé d'ailleurs dans la conclusion du livre, il me semble que la spécificité de la nation européenne par rapport aux autres, c'est que, c'est d'être à la fois, la démocratie et la protection sociale, c'est-à-dire à la fois la liberté et la fraternité. Je pense que c'est ça, en fait, le modèle européen. Parce que le sens de la solidarité sociale, vous l'avez en Chine, mais sans la démocratie. Le sens de la démocratie, vous l'avez aux États-Unis, mais sans le social. Alors, avec cette grille de lecture, cependant, on peut faire rentrer le Canada. Je sais, mais ça ne me dérangerait pas. Pourquoi pas l'Australie? Hem, ou en tout Ils n'ont cas pas la la protection Nouvelle sociale, ouais. ou la Nouvelle-Zélande. Si, si, après, Oui, pardon, oui, c'est vrai. Non, vous avez raison. non, c'est ça. Mmh. Non, mais ça, pourquoi pas? Si Ouais. c'est une nation civique, il y a pas Mmh. de notion géographique contraignante. Mmh. Par contre, la Turquie peut pas rentrer, mais pour des raisons de modèle, heu, de valeurs actuelles. C'est-à-dire qu'ils sont pas suffisamment dans l'état de droit pour pouvoir rentrer. Ce qui pose la question de faire sortir certains qui Alors posent problème aussi. justement là, ça c'est une très belle transition que vous offrez, puisque vous proposez un modèle que je pense beaucoup, en tout cas à 3A, trouveront, enthousiasmant. Mais parallèlement, vous allez avoir un certain nombre de personnes parmi nos concitoyens, qui seront en profond désaccord. C'est pas grave. Non, ça effectivement, mais qui sont d'autant plus en désaccord qu'ils vont avoir l'impression que le monde ne va pas dans cette direction, mais va beaucoup plus dans une direction de, souveraineté, de souverainisme et certains diraient aussi, de transformation politique vers des systèmes beaucoup plus autoritaires. Certains pourraient même aller jusqu'à dire fascistes. Alors, moi, je vais jusque-là. Heu, En fait, c'est pour moi, le fait de constater le retour en force, du fascisme, Heu, avec comme différence, enfin, avec comme mise à jour, parce que le fascisme d'aujourd'hui n'est pas exactement le fascisme des années 30, 40. Alors, et 50 et 60 et 70, parce que le fascisme s'est pas arrêté en 45, hein. Mmh mh. Il y a eu l'Espagne de Franco, il y a eu le Portugal de Salazar, qui ont duré beaucoup plus longtemps que ça. Il y a eu la Grèce des colonels. Il y a un certain nombre de dictatures en Afrique qui sont parfaitement qualifiables de régime fasciste. Il y a eu l'Indonésie, et cetera, et cetera. Il y a eu un certain nombre de il y a eu Pinochet, enfin, le fascisme ne s'est pas arrêté en 45, c'est pas vrai.